Dr. Scheif, dear members of the jury, good morning. I am delighted to open the conference today on behalf of the working groups. To introduce myself very briefly, I serve as a legal counsel for the German Association of Certified Experts in Berlin. As the first speaker of the working groups today, the other leaders asked me kindly to portray the general organization and working methods of. Je vais vous demander, pardon, j'étais sur le mauvais canal, donc, compléter mes propos si nécessaire. Nous avons fait beaucoup de travail donc, dans ce groupe de travail numéro 1 et nous allons essayer de vous présenter les résultats. Nico et moi, nous nous sommes consacrés à essayer de trouver toute une série de solutions et nous avons également eu la possibilité de profiter de toutes vos connaissances et votre sagesse. Et je voudrais remercier les membres qui ont beaucoup aidé à l'obtention de ces résultats. Et ces projets qui a pris déjà beaucoup de temps ont été encore beaucoup plus difficiles si nous n'avions pas eu la persévérance de tous ceux qui ont participé. Nous avions donc le comité de direction avec différents directeurs de projet, mais nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de patience de la part de toutes les personnes. Et Nathalie a vraiment beaucoup travaillé. Je dois dire que nous apprécions beaucoup son soutien. De manière générale, le projet est divisé en 6 lots, avec donc les différents aspects et le lot 2 avec 3 groupes de travail. Et le groupe de travail 1, nous nous sommes préoccupés des critères pour les experts judiciaires, avec donc les différentes compétences, les critères déontologiques et également les... Ensuite, nous avons eu les critères à définir pour les différentes enregistrements et inscriptions sur les registres. Et ensuite, nous avons eu voir comment un expert sont disponibles sur des listes ou des registres qui soient disponibles au niveau régional ou au niveau national ou même international, et comment est-ce que l'on fait lorsqu'ils ne sont plus inscrits. Au groupe de travail avec Benoît Declercq et Sacha Dennen, c'était préoccuper des différents experts et les différentes compétences des différents experts. Est-ce que l'on doit avoir une expérience pratique? Est-ce qu'ils doivent prêter serment? Et les 3 derniers lots, le 3e lot était avec Marianne Vanamacher et Breton Luc, ont essayé de définir un procès sur l'existence de la nomenclature et une convergence de la nomenclature au niveau européen. Et au lot numéro 4, avec Jérôme Lemaire et Madame Lebecki, est en train d'essayer de développer des critères pour un outil informatique pour les États membres. 6 États membres qui seraient des États membres faisant partie d'un projet pilote. Nous avons donc toute une série d'exports et je vais aborder ceci très rapidement parce que je suis sûre que les différents lots vont vous être présentés de façon très concise et pratique aussi cet après-midi. La première partie de cette matinée, nous allons surtout aborder les travaux pour le lot numéro 2 avec le groupe de travail 1 et 2. Parfois, il a été difficile de séparer les 2 aspects. Nous avons essayé de ne pas faire de doublons, mais je ne suis pas sûre que ça a été toujours tout à fait possible. Comment est-ce que nous sommes arrivés à réaliser donc la définition de ces critères au sein de notre lot numéro 2? Pour cela, nous avons dû essayer de rassembler les informations sur les exigences vis-à-vis de ces experts. Un certain nombre d'informations avaient déjà été collectées au niveau national qui ont été mis à disposition en ligne. Tous ces critères ont été également compilés par l'EEI et dans le cadre d'un premier projet qui avait eu lieu en 2017. Il y a eu un questionnaire aussi qui avait été réalisé par les États membres. Les questionnaires ont été mis à disposition du jury. Je ne vais pas tout expliquer ici dans les détails. Toutefois, les questions qui ont émergé de ce questionnaire et surtout les réponses à ce questionnaire vont être traitées dans notre présentation, de manière à ce que l'on sache ce qui avait été
quelles avaient été les questions. Dans chaque groupe de travail, nous avons bien sûr collecté les informations et ensuite vérifié ces informations. Si on avait besoin d'informations supplémentaires, eh bien, le groupe de travail et EEI et Euroexpert ont abordé ces différents sujets et ont encore recontacté les différents experts nationaux. Ensuite, une fois que nous avions identifié les différentes questions qui étaient particulièrement importantes pour les différents groupes de travail respectifs, c'est ainsi que nous avons donc fourni les documents que nous voulions ensuite soumettre au jury. Vous voyez que nous avons toujours fait circuler différents documents au sein du groupe jusqu'à avoir une dernière version que nous avons pu vous communiquer. Alors, quels sont les résultats que nous avons obtenus? Pour les experts judiciaires, il faut s'assurer qu'ils ont bien sûr qu'ils répondent à un certain nombre de normes de qualité, de manière à ce que l'on puisse avoir une meilleure confiance dans les services des experts et également dans leur opinion. Bien sûr, cela se retrouve aussi dans les lois et la législation nationale. Les États membres exigent, par exemple, une certaine éducation, une certaine formation, une certification et aussi une expérience. Mais parfois, on a besoin aussi d'experts transfrontaliers qui aillent au-delà de leur pays dans différentes juridictions européennes. Pour cela, il faut également qu'il y ait une certaine harmonisation. Pour cela, il faut que les experts judiciaires soient à la fois indépendants et objectifs et impartials et intègres pour pouvoir fournir leur opinion. Et cela se fait lorsque les parties ont besoin d'avoir des connaissances spécifiques pour pouvoir répondre à différentes questions. Notre première conclusion était qu'on reconnaît de manière générale dans les États membres que la qualité d'un expert et d'un service d'expertise dépend bien sûr de la compétence, de l'impartialité, l'objectivité et l'indépendance et l'intégrité, bien entendu. Mais ces critères sont mis en œuvre différemment d'un pays à l'autre. Et c'est voilà aussi un certain nombre de résultats que nous avons obtenus. Je vous avais déjà parlé de nos sources. Et pour toutes ces informations, nous avons étudié les différentes qualifications et comment les qualifications des experts sont envisagées d'un pays à l'autre et d'un État membre à l'autre. Ensuite, nous avons essayé d'identifier des critères communs et quelles étaient les différences les plus importantes. De surcroît, nous avons également donc différents contexte nous-mêmes et nous avons essayé d'avoir aussi des éléments que nous estimons être importants pour, par exemple, la qualification professionnelle initiale ainsi que la formation. Par conséquent, nous avons défini ou trouvé différents critères dans les différents États membres. Partout. Dans 23 États membres, nous avons par exemple des systèmes officiels d'inscription pour les experts. Et ce que l'on voit par exemple, c'est que nous avons des différences par exemple dans les différents organes d'inscription, que ce soit auprès des cours, auprès des ministères de la Justice, etc. Et nous avons également des instituts privés. Et ce que nous avons vu, c'est les différentes disciplines qui sont couvertes et l'utilisation des experts uniquement dans devant les cours pénales. Experts' activities are carried out additionally. Ensuite, nous avons différentes activités, par exemple d'experts, qui peuvent être en complément d'une activité professionnelle telle qu'architecte, médecin, etc. C'est-à-dire qu'il faut avoir non seulement des compétences, mais aussi l'expérience dans certaines professions. Et ensuite, ces personnes peuvent travailler en tant qu'experts. Ils réalisent leurs activités en tant qu'experts pour le système judiciaire. Et pour cela, il y a un certain nombre d'exigences. Donc, ça, c'était les critères les plus importants que nous avons pu observer et collecter à partir des questionnaires adressés aux États membres. La compétence. Je vais parler donc de cette compétence et Nico abordera les différentes exigences plus tard. Les experts, bien sûr, doivent avoir des connaissances professionnelles pratiques et également donc une expérience. La compétence doit toujours être compris d'avoir donc des connaissances actualisées. Nous avons vu que dans 12 États membres sur 21, les États membres demandent d'avoir, par exemple, une éducation universitaire en Belgique, en Hongrie, en Croatie, à Chypre, en France, en Italie, à Malte, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie.
Mais il faudrait également mentionner que parfois, donc, l'on recommande aussi fortement d'avoir un diplôme universitaire. Nous avons observé cela, par exemple, dans le secteur de la médecine ou en architecture toutefois, mais il faut savoir que les systèmes éducatifs dans les différents États membres sont très différents d'un État membre à l'autre. Dans certains pays, il faut avoir, par exemple, d'avoir une formation universitaire, alors que dans d'autres secteurs, il suffit d'avoir fait un apprentissage dans ce métier. Donc, il s'agit de savoir, ce qui est important, c'est qu'un expert ait des connaissances qui soient au-dessus de la moyenne et soient véritablement des connaissances fondées dans le domaine qui est le domaine en question. Nous avons donc besoin d'une qualification professionnelle avec une éducation professionnelle, une formation professionnelle qui lui permet d'avoir les connaissances nécessaires. Cela peut se faire soit par des formations universitaires, soit par des formations spécifiques. Parfois aussi, lorsque l'on a plusieurs années d'expérience professionnelle, cela peut suffire. Parlons maintenant de l'expérience. Nous avons vu qu'en Croatie et en Allemagne, il est nécessaire aussi de pouvoir prouver que l'on a une certaine expérience professionnelle. Cette expérience peut être prouvée par du travail d'expert en dehors des tribunaux, par exemple pour des compagnies d'assurance ou en tant que conseiller expert. D'autres États membres ne l'exigent pas. Donc, lorsque l'on parle d'expérience professionnelle, il faut savoir que 10 États membres sur 21 estiment que l'expérience professionnelle est une des exigences de base pour inclure un expert dans une liste. Par exemple, l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Irlande, la Roumanie et la Slovaquie. La plupart de ces pays exigent 3 à 5 ans d'expérience professionnelle. Par conséquent, 7 pays ont répondu qu'ils n'avaient pas besoin qu'ils n'imposaient aucune exigence à un expert, que ce soit la Belgique, Chypre, l'Italie, Malte, la Pologne, le Portugal et l'Espagne. Et 3 pays n'ont donné aucune opinion, la Finlande, la Lituanie et le Luxembourg. Notre recommandation, c'est que les experts devraient avoir une expérience pratique de plusieurs années dans leur domaine, dans leur profession, et parce que la position d'expert judiciaire n'est pas considérée comme étant quelque chose pour un débutant ou un novice. Pour cela, nous estimons qu'une expérience professionnelle de 3 à 5 ans est importante. Mais pour arriver à donner effectivement cette expérience, eh bien, c'est assez difficile parce qu'il ne faut pas non plus... il ne faut pas non plus empêcher des experts qui ne sont pas encore experts et qui voudraient le devenir de ne pas pouvoir l'être parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience. Donc l'expérience professionnelle devrait l'avoir et non pas seulement pouvoir démontrer qu'on a déjà eu des activités d'experts. En ce qui concerne les compétences généralement, est lié aussi à la capacité de faire des présentations claires de manière à ce que l'expert et l'opinion de l'expert soient facilement compréhensibles à l'écrit et de manière orale. C'est quelque chose qui n'était pas vraiment ciblé dans le questionnaire de notre enquête, mais c'est quelque chose sur lequel nous étions tous d'accord. Dans 6 États membres, il est nécessaire d'être membre aussi d'une organisation professionnelle de manière à pouvoir avoir des compétences professionnelles. Et même si ce n'est pas le cas, par exemple, aux Pays-Bas, il faut que l'expert soit membre d'une organisation professionnelle. En ce qui concerne les experts, ils vont suivre aussi un certain nombre de cours de formation professionnelle en formation continue, parce que même si effectivement les procédures au civil sont quelque chose qui ne change pas beaucoup, les technologies et les méthodes scientifiques se développent de plus en plus et de plus en plus rapidement. Par conséquent, les experts doivent être à même de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail et à l'environnement professionnel changeant. Donc, ils doivent acquérir de nouvelles connaissances. C'était aussi quelque chose qui est nécessaire d'avoir la flexibilité mentale pour reconnaître les changements et s'y adapter. Pour les experts, il est donc important de s'assurer qu'ils ont véritablement des plages qui sont consacrées à la formation dans leur agenda, si je puis dire, et qu'ils y consacrent le temps nécessaire pour s'assurer une bonne formation. Les exigences pour une formation et pour des connaissances peuvent parfois limiter avec une limite d'âge ou comme en France ou dans
D'autres États membres, en revanche, c'est considéré comme une discrimination d'imposer une limite d'âge. Et le dernier critère dont je vais parler avant que Nico ne prenne la parole, la deuxième partie de nos recommandations, c'est la connaissance, en fait, sur les règles de procédure. Selon notre enquête, 9 États membres sur 21 estiment que les connaissances sur les règles de procédure sont nécessaires en Autriche, en Hongrie, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Roumanie et en Slovaquie. Un certain nombre de pays n'exigent aucune connaissance sur les règles de procédure. Dans certains pays, par exemple aux Pays-Bas et en Allemagne, vous avez un certain nombre d'institutions et d'instituts qui proposent des formations sur les connaissances spécifiques. Et en Autriche, par exemple, vous avez la possibilité d'avoir une formation d'une journée. En France, vous avez des associations d'experts qui offrent de telles formations, ainsi qu'un certain nombre d'universités qui permettent aussi d'obtenir un diplôme dans ce domaine. En Belgique, vous avez également la possibilité d'avoir un certain nombre de formations spécifiques à cet effet. Nous estimons que la connaissance de droit et du système qui s'applique est absolument indispensable et doit faire partie des connaissances d'un expert judiciaire. Ils doivent connaître les règles de procédure et les différents dispositifs applicables. À cet effet, les différents experts doivent connaître les aspects judiciaires en ce qui concerne surtout les droits et les devoirs et les bases du fonctionnement du système juridique, puisqu'un travailler en tant qu'expert de façon indépendante et dans un système juridique fonctionnant est vraiment la base et l'épine dorsale de l'État constitutionnel basé sur l'État de droit. Et les experts doivent avoir au moins des connaissances de base sur les procédures tant pénales que administratives. Nous avons besoin d'une connaissance du système judiciaire, des procédures pénales administratives et une bonne connaissance de leur rôle. Il faut également avoir une compréhension des différents processus de résolution alternatifs comme la médiation, par exemple, ou l'arbitrage. Ainsi, vous voyez là les différentes exigences nécessaires pour les différents experts, ainsi que les exigences pour toutes les personnes travaillant dans le système judiciaire. Et vous pouvez, par exemple, vous le retrouver, être sûr que ce que l'on trouve sur expert, que c'est une personne qui répond aux critères d'aptitude et d'honorabilité nécessaires. Donc, vous voyez que nous avons, par exemple, des experts aussi dans... nous avons maintenant un expert pour l'informatique qui va suivre et qui va poursuivre la présentation. Thank you very much, Verena, for the introduction and also... Merci pour cette introduction et pour la première partie de la présentation. Mesdames et messieurs les membres du jury, je m'appelle Nico Kaiser. Je suis responsable et expert informatique pour les Pays-Bas. Je suis également vice-présidente de l'EEI et je suis également secrétaire général du registre des Pays-Bas pour les experts judiciaires. Il y a 2 flèches. Je suis un expert informatique et j'arrive pas à faire marcher le cliquet. Bah, c'est pas grave, mais parce qu'il y avait 2 flèches, il y en a une de trop. Verena a abordé donc toutes les connaissances au niveau professionnel et de la connaissance des règles de procédure, mais je pense qu'il y a également aussi un grand nombre d'aspects déontologiques pour un expert judiciaire. À ma surprise, un certain nombre d'aspects déontologiques n'avaient pas été mentionnés dans le questionnaire. Mais je voudrais vous rappeler qu'actuellement, on ne regarde pas ce que l'on doit conseiller, mais nous essayons tout d'abord voir quels sont les points communs entre les différents systèmes. Eh bien, pour un expert, évidemment, pour cela, nous avons les aspects déontologiques, c'est l'impartialité, l'indépendance, l'objectivité, l'intégrité, les conflits d'intérêts, le devoir vis-à-vis de la Cour, la confidentialité sur les différentes affaires et la transparence des opinions d'experts et des avis d'experts. Tous ces aspects, évidemment, sont étroitement liés les uns aux autres. Nous avons vu dans notre
groupe, nous avons parlé de la différence entre l'indépendance et l'impartialité. Et pour un certain nombre de personnes, c'est tout à fait clair, parce que dans tous les États membres, nous avons en fait des interprétations différentes de ces aspects. Mais bien sûr, ils sont intrinsèquement liés, parce que si vous n'êtes pas indépendant, vous ne pouvez pas être impartial, et si vous n'êtes pas impartial et indépendant, il y avait un problème de conflit d'intérêts, vous ne pouvez pas être un bon expert. Donc tous ces aspects sont très liés. Mais il est important de connaître les différences de manière à couvrir tous les aspects. Comme vous le voyez, la majorité des États membres estiment que l'impartialité et l'indépendance sont inscrits dans leur système. L'impartialité, c'est en fait, sont les motifs qui, au sein, motifs intrinsèques de l'expert judiciaire. Et l'indépendance, en fait, c'est un critère indispensable. Et vous voyez donc ensuite quel sera l'aspect de nos conclusions. L'indépendance est en fait se retrouve pour chaque personne impliquée dans la procédure judiciaire. Par exemple, dans notre inscription au registre des Pays-Bas, nous demandons par exemple aux experts qui sont salariés de toujours signer une déclaration d'indépendance. Mais l'indépendance est également toujours liée au conflit d'intérêts, au risque de conflit d'intérêts. L'expert judiciaire ne devra rien faire dans sa pratique en tant qu'expert qui pourrait compromettre de manière ou d'une autre ou avoir un aspect négatif sur l'impartialité de l'expert. Ensuite, nous venons à l'objectivité et à l'intégrité. L'aspect de l'objectivité et de l'intégrité se retrouve avec toute une série de réponses des États membres. Nous avons un certain nombre de codes de déontologie dans les différents États membres. Et nous voyons que vous avez bien sûr toujours le devoir vis-à-vis de la Cour qui est important dans le comportement général de l'expert. Bien sûr, lorsque l'expert informe sur son opinion d'expert la Cour et les différents membres de la Cour et du jury. L'objectivité est en fait concerne les connaissances scientifiques ou techniques de l'expert. Un expert doit être à même de séparer son avis personnel de son avis professionnel et son opinion professionnelle. Tout cela doit être basé uniquement sur les faits. Un expert ne doit pas être influencé par des craintes déraisonnables ou le fait qu'il n'apprécie pas une personne. Et bien sûr, il doit également toujours être prêt à réviser son opinion s'il y a de nouvelles découvertes scientifiques qu'il doit connaître en raison de ses formations professionnelles. Par exemple, comme je dis, je suis dans le secteur informatique et avec l'intelligence artificielle, par exemple, cela a des conséquences très importantes sur la manière dont les experts dans le secteur informatique vont, par exemple, étudier les logiciels. Ensuite, l'intégrité professionnelle, c'est bien sûr lié à l'honnêteté, l'honneur et à la fiabilité. De manière concrète, l'on peut dire que ce que l'on attend de la part d'un expert, c'est d'avoir une condamnation très ferme de tout ce sont les remarques racistes, sexistes ou homophobes. C'est quelque chose que l'on ne peut pas faire si vous avez essayé d'examiner les faits liés à une procédure. Je reviens au conflit d'intérêts. L'expert doit notifier avant d'être mandaté en tant qu'expert qu'il pourrait y avoir, si un conflit d'intérêts serait possible. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que c'est quelque chose si quelqu'un écrivait ceci dans un journal, est-ce que je risquerais d'être condamné pour avoir accepté cette émission? Eh bien, à ce moment-là, si la réponse est oui, vous ne devez pas accepter ce mandat. Mais en fait, c'est également ce
conflit d'intérêts, c'est véritablement aussi concerne l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, l'objectivité. Donc, tout ce que j'ai mentionné précédemment. Si vous êtes dans des difficultés financières, il se pourrait que vous acceptiez une mission d'expert qui, en fait, objectivement, vous n'auriez pas dû accepter. Vous ne serez pas impartial si vous avez des connaissances préalables de l'affaire ou d'une des parties, ou si vous avez publié des opinions, point de vue scientifique, très claires sur un sujet, mais qui ne vont pas dans le même sens, et vous risquez de ne pas être objectif dans votre étude de l'affaire. Et si vous n'êtes pas transparent là-dessus, eh bien, à ce moment-là, vous pourriez être peut-être même corruptible. Par conséquent, et vous risquez de ne pas être impartial. Par conséquent, votre opinion d'expert et avis d'expert risquent d'être compromis. Pardon pour ce bruit. Dans la plupart des États membres, 14 sur 21, le devoir vis-à-vis de la Cour est considéré comme une des exigences fondamentales. Dans la plupart des États membres, ils font référence à la Convention des droits de l'homme sur le droit d'accéder à un tribunal impartial. Et bien sûr, il faut être à même de fournir des preuves impartiales, véridiques et indépendantes. Et ce devoir, toutefois, ne doit pas être mal compris et comme une obéissance aveugle aux autorités de l'État et ou en tant que aux responsables politiques. Dans le droit, il est nécessaire d'avoir, par exemple, dans le droit civil, il est tout à fait nécessaire d'avoir des experts indépendants, bien sûr, ainsi que dans le droit pénal. Mais généralement, il faut que les experts sont mandatés par la Cour elle-même pour le droit civil aux Pays-Bas. La confidentialité. À ma surprise personnelle, seuls 13 pays sur 21 ont véritablement répondu que la confidentialité est un aspect absolument indispensable. Toutefois, nous recommandons que c'est un aspect qui devrait être rajouté à un code de déontologie, un code de pratique, ou soit tout de même mentionné dans les instructions lorsque l'on mandate un tel expert. Mais le fait que ce ne soit pas mentionné dans le questionnaire ne signifie pas que les experts dans les autres 8 pays ne travaillent pas de manière confidentielle. C'est juste que ce n'est pas mentionné de façon explicite dans le questionnaire ou dans leur code de déontologie. Nous en venons au dernier aspect, la transparence de l'opinion d'experts, l'avis d'experts. Là, on parle souvent, en fait, des normes adéquates de travail. L'expert doit être à même d'appliquer ses connaissances et ses compétences pour atteindre le résultat nécessaire. Donc, cette approche doit être expliquée dans l'avis d'expert et doit être claire. Le raisonnement doit être clair, la motivation doit être claire et bien sûr, il faut que cet avis d'expert soit motivé. Il faut également que cet avis soit fourni dans les délais prévus parce que généralement, la suite de la procédure judiciaire dépend de ce respect des délais. Seulement 10 États, toutefois, l'ont mentionné sur 21. En tant que réponse spontanée à ce questionnaire, certaines personnes ont dit, bien sûr, qu'il ne faudrait pas avoir d'inscription au casier judiciaire pour les experts judiciaires. Mais peu d'États membres, en fait, l'ont mentionné. Dans la plupart des États membres, en fait, c'est une déclaration sur l'honneur ou aussi une déclaration, un extrait de casier judiciaire par les différentes autorités gouvernementales. Ensuite, on a abordé également les questions sur l'âge et la limite d'âge pour un expert judiciaire. Dans très peu de pays, on a un âge limite
avec un âge minimum et un âge maximum. Et dans le groupe de travail, on a vu que le respect d'un certain nombre d'aspects dont on va parler aussi plus tard aujourd'hui demande ou exige que l'on ait aussi une certaine expérience. Si vous avez 22 ans et que vous sortez tout juste de l'université, vous allez avoir beaucoup de connaissances, mais vous n'aurez pas encore l'expérience pratique pour vraiment être un expert. Mais avoir un âge limite pour entrer dans pour devenir un expert ou un âge pour quitter cette activité n'est quelque chose que nous ne pensons pas nécessaire de le recommander. Donc, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une limite d'âge pour les experts. Notre présentation était donc le document que ce groupe de travail a fourni. Ce document peut être utilisé comme base de discussion sur des normes communes. Cette discussion qui va sans doute se lancer dans les minutes à venir. Ce débat va sans doute améliorer la transparence et la compréhension, comme je l'ai expliqué, comme nous l'avons trouvé également dans notre travail au sein du groupe de travail, dans l'ensemble du projet, c'est qu'il y a tout un grand nombre de différences dans la manière dont nous envisageons les choses, dont nous travaillons, dont nous qualifions les choses, la manière dont nous utilisons tous ces termes dans nos processus. Mais nous avons en fait parfois des difficultés à imaginer quelque chose que vous faites de votre manière et que vous estimez être tout à fait légitime, soit critiqué par les autres. Et c'est pourquoi nous estimons qu'il est nécessaire d'avoir une certaine harmonisation de ces procédures pour avoir des normes minimales à l'échelle de l'Union européenne. Et l'une des conséquences de cette harmonisation, c'est d'avoir aussi la définition d'un certain nombre de procédures et de les rédiger et libeller en toutes lettres. Et c'est quelque chose qui permettra aussi, sur la base de vos connaissances, compétences et talents, à devenir un expert judiciaire. Merci beaucoup.